Et oui, il n'y a pas qu'Élise et Martial qui en appellent à votre porte-monnaie. Cette année, je me plie aussi à cet exercice périlleux, mais incontournable pour notre liberté. En 2023, nous entrerons dans notre 10e année. 10 ans avec vous, les premiers donateurs et téléspectateurs, mais aussi 10 années durant lesquelles nous avons su séduire un public plus large et rassembler derrière une vision de l'information loin du prêt-à-penser proposé depuis des décennies par la majorité médiatique. Notre travail, au cours de ces années passées, a donné naissance à une véritable identité médiatique façonnée par les personnes qui font vivre TVL au quotidien, les journalistes bien sûr, mais aussi les techniciens, en tenant compte de vos retours et de vos critiques constructives. En 10 années de rébellion contre un modèle médiatique à bout de souffle, nous avons développé les moyens de vous donner quotidiennement une information originale et à contre-courant. Ces efforts, nous acceptons de les remettre en jeu en vous sollicitant. Car si l'immense majorité des médias survivent grâce à la publicité et aux subventions, à TVL, nous fonctionnons sur le modèle du don, la garantie primordiale de notre indépendance. La pérennité de notre média dépend de votre soutien et c'est pourquoi je suis ici pour vous solliciter. Si vous aimez TV Liberté, si nous piquons votre curiosité, si vous croyez en notre utilité, soutenez-nous. Tous les dons ont leur importance et si tous les téléspectateurs de notre chaîne donnent, nous sommes assurés de poursuivre le chemin ensemble. Alors défendez votre média, donnez à TV Liberté. Et pour cet entretien, nous sommes très heureux d'accueillir Bojana Kondic-Panic. Bonjour Bojana Kondic-Panic. Bonjour, merci. Vous êtes ambassadeur de la Bosnie-Herzégovine en France et vous êtes accompagné du colonel Jacques Hogar, que connaissent bien les téléspectateurs de TV Liberté, spécialiste des Balkans et auteur d'un ouvrage qui fait référence « L'Europe est morte à Pristina, guerre au Kosovo ». Qui est bien évidemment en vente sur le site de la boutique de TV Liberté, boutiquetvl.fr. Alors l'actualité, et notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous amène à nous plonger, si vous le voulez bien, au cœur des Balkans, si méconnus en France, et au cœur donc de cette Europe du Sud. Il y a le complexe État de la Bosnie-Herzégovine, dont la capitale est Sarajevo. Madame l'ambassadeur, vous représentez donc cet État, un État qu'on peut qualifier de fragile, sensible, complexe, formé, pour que ce soit le plus simple possible, de 2 grandes entités et de 3 peuples constitutifs. Vous êtes ambassadeur de tout cela en même temps. Exactement, oui. Je suis l'ambassadeur de tous les peuples qui habitent dans la Bosnie-Herzégovine. C'est un pays unique, mais avec 2 entités, avec Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine, une entité qui regroupe les Croates et les Bosniaques. Donc les 3 peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine, ce sont les Serbes, les Croates et les Bosniaques. Donc là, il y a une moitié de peuples qui sont chrétiens, orthodoxes ou catholiques, l'autre qui sont musulmans. Évidemment, voilà, donc la représentation de Bosnie-Herzégovine au niveau étranger est dirigée depuis la présidence de Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas un président de la République, nous avons 3 membres de présidence. Ce sont les Serbes, Croates et Bosniaques qui ont une présidence et toutes les décisions, toutes les opinions vers l'étranger sont obligées d'être données par le consensus de 3 membres de présidence qui est évidemment quelquefois très difficile, ayant à l'esprit les conflits, la fragilité, la situation et la complexité de la Bosnie-Herzégovine comme un État déjà, comme une fédération de 3 peuples et de 2 entités évidemment mis dans un pays. Pour rendre un peu plus complexes les choses, oui. Vous disposez aussi d'un représentant allemand, M. Schmidt, oui, oui. Qui chapeaute le tout. Là aussi, il y a de différentes opinions. Comme nous sommes créés, notre pays, la Bosnie-Herzégovine, a été créée avant la guerre en Bosnie-Herzégovine avec l'accord de Dayton qui suppose que le haut représentant soit perçu par le Conseil de l'ONU, exactement, et ce qui n'est pas fait avec M. Schmidt. Maintenant, les Serbes trouvent qu'il n'est pas légal
seul représentant de communauté internationale. Ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine très souvent, c'est que l'autre représentant ou les pays étrangers de communauté internationale, les grands pouvoirs internationaux, très souvent imposent certaines lois et certaines décisions, ce qui est fait par le monsieur haut représentant. Et voilà, c'est pourquoi le peuple, des trois peuples en Bosnie-Herzégovine, les politiciens ne sont pas toujours très contents avec ça, comme souvent ces décisions sont plus en faveur d'un peuple ou contre d'autres peuples. Et nous avons aussi notre représentants légaux qui ont été choisis dans les élections démocratiques. Et on attend de notre représentant légal de donner les décisions parce qu'ils sont responsables au peuple et pas l'autre représentant. Voilà, donc ça aussi, il y a une difficulté au niveau de fonctionnement de l'État, donc avec la présence de communautés internationales, et avec cet interventionnisme, cette un peu dictature vers les politiciens, vers les élus démocratiquement dans les élections. Alors, vous êtes la représentante, donc j'ai bien compris, diplomatique de la Bosnie-Herzégovine, oui, en tant que telle, mais aussi en tant que Serbe de la République de Srpska. Et tous les 3 ans, qu'on comprenne encore la complexité du dispositif diplomatique, tous les 3 ans, le poste d'ambassadeur est tour à tour attribué à un Serbe, à une Serbe en l'occurrence, puis à un Croate, puis à un Bosniaque musulman. Exactement. Et on recommence. Ça recommence. Ça donne aussi des complicités de travailler quelque chose, d'avoir des résultats concrets, parce que 3 ans en France, c'est peu de temps évidemment, parce que il faut vraiment prendre le temps de comprendre la situation en France, de faire savoir les institutions, d'établir des relations, les collaborations entre certaines entités lesquelles on veut poursuivre. C'est pourquoi c'est aussi assez difficile. Et même les employés dans le ministère des Affaires étrangères et ceux qui sont envoyés dans l'ambassade de Paris ici en France, ce sont aussi un mélange de Serbes, Croates et Bosniaques. Ils sont les employés du ministère des Affaires étrangères et moi je suis personnellement responsable uniquement aux présidences de la Bosnie-Herzégovine. Voilà. Vous n'avez d'ordre à recevoir, vous, non pas du ministère des Affaires étrangères, mais directement de la présidence collégiale. Exactement. Si j'ai bien compris. Oui. Colonel Jacques Hogar, la Bosnie-Herzégovine est aussi complexe dans sa composition politique aussi, bien évidemment. Électorale, les élections générales se sont déroulées, c'était le 2 octobre dernier, c'est les élections notamment présidentielles et législatives. Des modes de scrutin en forme de casse-tête est né des accords de paix de Dayton et qui avaient mis fin, ces accords, à la guerre intercommunautaire de 1995. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, c'est exactement ça. Alors tout repose sur un équilibre fragile, comme vous l'avez dit, et comme vient de le dire Madame l'ambassadeur, hein. Un équilibre fragile entre ces 3 composantes que je dirais culturelles ou politiques, parce qu'en fait au départ il s'agit du même peuple, que l'histoire a fait tour à tour catholique et croate par conséquent, ou bosniaque et musulman pendant l'occupation turque. Je pensais pour les Croates catholiques à l'occupation évidemment à l'Empire austro-hongrois bien sûr, et puis les Serbes qui sont orthodoxes. Alors ces 3 entités, ces 3 peuples ont leur expression politique. Elle peut être diverse à l'intérieur de ces 3 entités, et il y a bien sûr donc des élections. Les dernières élections ont vu finalement la victoire, je dirais, pour ce qui est des Croates et des Serbes, de leurs éléments les plus attachés à leur identité et à leur nation. Alors on dirait nationaliste. La presse convenue parle d'ethno-nationaliste. Oui, pour moi, il ne s'agit pas il n'y a pas d'ethnisme. Je récuse ce terme parce qu'en fait, pour les raisons que je viens d'indiquer, c'est beaucoup plus culturel, parce que les religions sont différentes, parce que le poids de l'histoire est énorme. Il s'est passé des choses quand même très graves dans cette région depuis des siècles. L'occupation turque a été quelque chose de très douloureusement ressenti. Des Serbes ont été convertis de force à l'islam, d'autres l'ont fait de leur plein gré, pour des raisons qu'on peut deviner. L'Empire austro-hongrois a toujours considéré les Serbes comme le premier rempart face à la menace turque et islamique. Maintenant, l'époque moderne fait qu'un État
doit faire vivre ensemble trois nations différentes, on peut dire. Alors, dans ces nations, il y a évidemment, comme chez nous aujourd'hui, des gens qui tiennent plus à l'identité et à la nation elle-même que à l'idéologie plus ouverte et plus mondialiste et plus globaliste. Donc, on a un affrontement qui s'est produit au travers de ces élections. En République serbe, Republika Srpska, Milorad Dodik a gagné ces élections. Il a été contesté, mais recomptage a été fait et qui le donne comme gagnant. La partie croate, c'est un parti également dit nationaliste à l'ouest qui l'a emporté. Et la partie mais bosniaque, pas chez les Bosniaques. C'est un échec du de clan, la famille, de la dynastie Izetbegović. du clan, on peut dire Izetbegović, qui a été battu. Alors ça peut être un facteur de paix, potentiel peut-être, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a bien sûr l'Europe qui pèse de tout son poids. Il y a bien sûr la guerre en Ukraine qui pèse de tout son poids parce que l'Union européenne tout d'un coup se réintéresse aux Balkans en se disant il faut accélérer l'adhésion de ces États à l'Union européenne, et on voit bien que c'est intéressé. C'est simplement pour faire contrepoids à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est complexe, évidemment, c'est fragile, évidemment, c'est le cœur des Balkans, donc c'est le cœur de cette... Quand on dit balkanisé, ça veut bien dire quelque chose. Bosnie-Herzégovine, indépendance en 1992, ex-Yougoslavie, sous l'emprise ottomane pendant 4 siècles, jusqu'en 1878. Là, la Bosnie-Herzégovine est rattachée à l'Empire austro-hongrois jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, pour redonner schématiquement l'histoire de votre État. Est-ce que, Madame l'ambassadeur, est-ce que les résultats électoraux qui ont été évoqués par le colonel favorisent ou handicapent votre candidature d'adhésion à l'Union européenne? Parce que vous l'avez demandé en 2003, il y a 20 ans. Elle a été officiellement déposée en 2016. Et là, on dit qu'il y a quand même un premier accord qui a été franchi pour un statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Comme vous avez déjà évoqué, la situation en Bosnie-Herzégovine était toujours un peu fragile et il y a toujours des sujets qui sont assez émouvants dans ce pays. Mais ce qui est semblable, ce qui est unique pour tous les partis politiques en Bosnie-Herzégovine, c'est cette voie européenne qu'ils veulent suivre, tous les 3 peuples et tous les partis politiques. Et c'est pourquoi je trouve aussi que ça pouvait être très important que nous continuons dans ce chemin plus vite qu'avant, même si on est un peu ennuyé d'essayer tout le temps sans succès. Les demandes et les conditions de l'Union européenne souvent étaient peut-être un peu exigées quand il s'agit d'un pays qui est si complexe comme la Bosnie-Herzégovine. Oui. Exorbitante, j'ai lu mesures visant à renforcer l'état de droit, la lutte contre la corruption, le crime organisé, la gestion des migrants. Ce sont des exigences importantes, mais qui sont peut-être pas à réserver à la seule Bosnie-Herzégovine. Ah non, je pense qu'elles sont valables pour tout le monde. À commencer peut-être par les pays européens de l'Ouest qui donnent des leçons de morale au monde entier, à mon avis. Mais il est évident que, par exemple, la structure même de l'État de Bosnie-Herzégovine aujourd'hui est... avec cette présidence collégiale dont on parlait tout à l'heure, avec ces instances tournantes dont on parlait tout à l'heure, ne favorise pas la solidité de l'État, entre guillemets, et au profit des entités elles-mêmes. Alors, ces entités, elles ont une forte personnalité. En particulier, je peux en témoigner pour la République de Srpska. Je suis allé plusieurs fois à Banja Luka et dans la région. Qui est la capitale. Qui est la capitale de la République de Srpska. Et il y a une très forte identité des peuples. Il y a eu des drames, il y a eu des gens qui ont dû quitter leur terre, leur maison, abandonner. Il n'y a plus un Serbe à Sarajevo aujourd'hui, et même plus un Croate, je crois. Donc tout ça, ça a fortement marqué, évidemment, ces populations. Et c'est très compliqué parce que les conditions que l'Union européenne veut imposer, c'est quand même d'un esprit très globaliste qui va à l'encontre de la persistance, de la survie, de la vie tout court de ces entités. Voilà. Bojana Kandić-Manić, vous dites, en termes très diplomatiques, et c'est bien normal, vous avez dit, je vous ai entendu à Bruxelles au Parlement européen, dire que il y avait une évolution de l'opinion publique en Bosnie-Herzégovine et qu'il y avait, je vous cite, une fatigue sur cette question de l'élargissement à l'Union européenne. Clairement,
on vous fait lanterner, on vous fait attendre, ça devient difficile que les populations continuent à vouloir adhérer à l'Union européenne. Oui, moi, personnellement, je trouve aussi que souvent les conditions qui ont été posées à Bosnie-Herzégovine étaient différentes que les conditions vers les autres pays. La question de l'adhésion de l'Union européenne était toujours une question politique. Et même aujourd'hui, on voit et on se demande s'il y a vraiment de vraie volonté d'y adhérer ou non de la côté européenne. Donc, je trouve que le peuple en Bosnie-Herzégovine, en République Srpska, ce sont les peuples qui ont contribué beaucoup pendant la Deuxième ou Première Guerre mondiale, qui font partie de l'Union européenne, partie de l'Europe, qui sont au cœur de l'Europe, et qu'ils méritent vraiment d'avoir un respect et de les aider vraiment d'y adhérer et pas toujours de poser des questions de conditions, mais des conditions supplémentaires et qui ne sont pas cohérents avec les conditions vers les autres pays. On peut voir différentes situations, différentes opinions. Donc, toutes ces choses donnent un esprit autour du peuple. Et quand vous voyez qu'on donne plus facilement ce titre d'entrée pour l'instant dans le projet à l'Ukraine et à la Moldavie, vous vous dites qu'il y a une forme d'injustice ou pas? Bien sûr. Oui, on est content pour notre voisin, pour les pays Ukraine ou Moldavie, qu'ils ont obtenu la possibilité d'adhérer plus vite. Mais bien sûr, on voit que dans notre cas, c'est pas évident et que c'est pas peut-être juste ou correct. On n'attend plus de l'Union européenne. On attend qu'on soit strict quand il s'agit de le respect de l'accord de Dayton, qu'on respecte la constitutivité de trois peuples en Bosnie-Herzégovine, qu'on ne s'éloigne pas beaucoup de cet accord, parce que souvent, les demandes de la communauté internationale qui est présente dans la Bosnie-Herzégovine étaient exactement ça, de se éloigner de cet accord, de cet compromis où les trois peuples se sont trouvés ensemble et où ils ont établi la paix. Donc, l'Union européenne a donné la paix et la stabilité dans l'Union européenne après la Deuxième Guerre mondiale. La Bosnie-Herzégovine et la région de Balkans trouvent que ça pouvait aussi aider à ce pays de trouver la stabilité, la cohabitation avec les autres peuples de l'Union européenne. On a des relations assez développées avec tous les pays de l'Union européenne. On est là à côté, donc on est presque dans l'Union européenne, mais... Et Madame l'ambassadeur, est-ce que, tant qu'on n'est pas dans l'Union européenne, est-ce qu'on continue à être plus, et ce sera la même question pour vous, colonel, est-ce que l'on est plus soumis aux influences étrangères? On pense par exemple à celle des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais aussi forcément à celle de la Russie, mais aussi forcément à la Turquie dont vous avez été les prisonniers pendant 4 siècles, voire même de la Chine. Est-ce que ce bouclier de l'Union européenne, c'est pour éviter les autres ou c'est pour entrer dans un processus économique commun? Moi, qui connais très bien notre histoire des siècles avant, je peux dire qu'on a l'impression que Bosnie-Herzégovine n'était jamais complètement indépendante comme la pays. D'autre côté, on avait toujours des différentes influences de communauté internationale. On se sent quelquefois comme nous sommes une jouette de grande puissance qui vont montrer à tout le monde qu'ils peuvent influencer dans un pays qui est dans une position géostratégique comme nous sommes déjà dans entre l'islam, entre le chrétianisme dans l'Europe où on passe beaucoup de chemins par nous, évidemment. Et donc, c'est sûr que nous avons beaucoup d'influences différentes dans la Bosnie-Herzégovine. Dans la région de Fédération de Sarajevo, vous allez voir des investissements énormes de la Turquie. D'autre côté, dans tout le pays, vous allez voir beaucoup d'investissements chinois. L'Allemagne et l'Autriche sont très, très présents dans le pays entier aussi. La présence de la Russie est seulement, je trouve, au niveau de cette amitié de l'appartenance à peuple slave, comme les orthodoxes, les Serbes et les Russes sont tous les deux les orthodoxes, et on a une histoire semblable, commune, et c'est ce qui nous met ensemble. On avait quelquefois la protection de la Russie, la Serbie aussi quand il s'agit de Kosovo, la République serbe quand il s'agit de certaines questions. C'est pourquoi
pourquoi on a cette amitié qui s'est développée dans les années du passé, mais l'influence de tous les pays sont toujours présents dans la Bosnie-Herzégovine. Même l'influence des ambassadeurs en Bosnie-Herzégovine est beaucoup plus grande que la diplomatie pouvait le permettre. C'est-à-dire que l'ambassadeur de la Grande-Bretagne ou des États-Unis, très souvent d'Allemagne, très souvent il donne son opinion propre, il influence beaucoup aux partis politiques dans la Bosnie-Herzégovine de se comporter comme ça ou comme ça, et donc ça a pu, il donne les opinions et suggestions et quelquefois les demandes, pose les demandes aux partis politiques ou des leaders ou de représentants légaux du peuple de faire ça ou ça. Donc ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas que vous pouvez avoir toujours dans les autres pays et qui donne un esprit de colonie, évidemment. Colonel, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Madame l'ambassadeur. En fait, ce que je crois, c'est par sa dimension tripartite, on va dire, c'est un enjeu de pouvoir et d'influence dans la région. C'est de fait. Donc, il peut y avoir des luttes de puissance, entre guillemets. Et puis, il y a un deuxième aspect qu'il faut évoquer quand même, c'est à mon avis la nécessaire réforme de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, aujourd'hui, n'a plus grand-chose de vraiment démocratique. Et donc, comment se comporter de manière démocratique avec une entité complexe comme la Bosnie-Herzégovine, quand soi-même, on a quelques tendances, franchement, à l'autoritarisme, pour ne pas dire à un certain esprit de dictature. Donc ça, c'est mon sentiment à moi. Je ne demande pas à Madame l'ambassadeur de le partager parce que c'est un peu... Mais ça, c'est mon sentiment à moi. Donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'Union européenne aujourd'hui vis-à-vis de la Bosnie-Herzégovine. On l'a fait lanterner parce que ça ne semblait pas intéressant. Et puis encore une fois, c'était peut-être intéressant de se confronter idéologiquement sur des morceaux de terre de la Bosnie-Herzégovine, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et en même temps, on n'avait pas très envie de la voir rejoindre, alors qu'elle est au cœur de l'Europe, cette région. Et que c'est la paix qui en dépend, parce que, au total, c'est la paix qui en dépend. Si l'Union européenne veut réactiver la guerre dans cette région, eh bien, il faut qu'elle essaye de normaliser tout ça par un dénominateur commun le plus faible possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Autre reproche, bien évidemment, c'est une certaine forme de neutralité de la Bosnie-Herzégovine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être que l'Union européenne souhaiterait que vous preniez les devants et que vous soyez plus ouverts aux intérêts et à la défense de l'Ukraine. Nous sommes un petit pays, seulement 3,5 millions d'habitants, donc nous sommes très indépendants, dépendants en fait les autres pays, tous influencent à nous. Nous avons un commerce qui n'est pas tellement développé, donc c'est mieux de rester neutre que de s'affronter les choses qui n'ont pu pas survivre. Aussi, je peux dire que les autres pays au sein de l'Union européenne ne sont pas tous alignés à la question de la sanction vers la Russie. Et donc, on regrette beaucoup que quelque chose comme ça se passe à l'Europe. Moi, personnellement, j'ai des souvenirs de la guerre et je sais que c'est quelque chose de le plus horrible qui peut arriver. Moi, j'ai quelquefois l'impression que les Européens ne sont pas conscients de quoi il s'agit quand on parle de la guerre et que ça ne vaut pas la peine de rester dans la guerre et que chaque vie humaine et chaque ville détruite laisse les traces et les conséquences 20, 30 ans après. Et donc, on regrette génération à venir, exactement. Oui, donc voilà. Rappelons que la Bosnie a connu une véritable guerre, une guerre terrible, et c'est là, il y a 27 ans. 92-95. Voilà. Les défis qui se posent, on vient d'en parler. Une dernière question pour vous, Madame l'ambassadeur, enfin une avant-dernière, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais néanmoins, le président Macron a été opposé à l'idée que la Bosnie-Herzégovine adhère à l'Union européenne, puis a changé d'avis. Est-ce que je me trompe aussi sur ce changement de cap? Alors que les Allemands qui étaient favorables, ils sont moins favorables, alors que le haut-commissaire est allemand. L'Allemagne était toujours géographiquement plus présente dans notre région, elle est plus près le territoire de l'Allemagne à nous, et donc c'est logique qu'ils ont beaucoup plus de compréhension quand il s'agit de problèmes de la complexité de la Bosnie-Herzégovine, et c'est pourquoi peut-être l'Allemand était toujours favorable à l'adhésion de notre pays à l'Union européenne. Maintenant, tous ces problèmes qui sont évoqués au cœur de l'Europe et l'Union européenne aussi peut-être sont influencés à président Macron aussi de
se rendre conscient que c'est très important d'avoir tous ces pays au sein de l'Union européenne et de ne pas les laisser à côté et d'être beaucoup plus influencés par les autres centres d'influence internationale. Mon colonel, l'histoire de la France et de la Serbie, ça devait être une grande histoire d'amour depuis toujours. Et on voit encore que depuis 30 ans, la France a failli. Alors moi, je trouve que la France, je pense que dans le jeu géopolitique, les pays ont des alliés ou des amis. Et les alliés sont les États-Unis, parce que c'est comme ça depuis 1917, où on pourrait remonter à Louis XVI d'ailleurs. Mais ce ne sont que des alliés. Et c'est un président américain qui, je crois, a dit que les États-Unis n'avaient pas d'amis, ils n'avaient que des intérêts. Alors c'est tout à fait différent dans le cas je dirais, des peuples serbes, de la Grande Serbie, de 1914-1918 et avant. Il y a une amitié franco-serbe qui est très ancienne, qui remonte d'ailleurs à Hélène d'Anjou, épouse du roi Uroš, une des premières dynasties du royaume serbe du Moyen-Âge. Et cette amitié, elle est réelle. Et elle est conforme à la géopolitique. Je pense que c'est un Français, un diplomate, Monsieur de Fontenay, au XIXe siècle, qui a compris l'importance, alors que j'ai des doutes sur le couple franco-allemand et sur sa solidité et sa validité dans le temps. Je pense que les Allemands ont toujours été nos ennemis les plus proches, avec les Anglais de l'autre côté. Et alors justement, la Serbie, la grande Serbie du siècle dernier, tout juste indépendante, au sortir de l'occupation turque, était notre allié naturel, en même temps que notre ami, parce qu'il y a ces liens d'amitié très forts. Donc bien sûr que je regrette beaucoup l'absence de la France, parce que c'est une absence déguisée, dans tout ce théâtre balkanique, où nous aurions beaucoup à faire, y compris avec la Bosnie-Herzégovine, peser tout notre poids. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, et en particulier avec nos amis de la République serbe de Bosnie. Madame l'ambassadeur, j'ai omis de vous remercier, bien évidemment, de vous exprimer dans un excellent français. Je vous en remercie pour les téléspectateurs et pour le présentateur et animateur de cet entretien. Et quel message, on a encore quelques petites minutes, mais quel message souhaiteriez-vous transmettre aux Français, aux téléspectateurs qui vous regardent? Qu'est-ce que vous attendez de la France? On attend qu'on soit des vrais amis, comme on a déjà évoqué. Cette amitié franco-serbe existe avant, et cette alliance, cette amitié a été établie avant, pendant la période difficile. Maintenant, quand on veut développer notre pays, je trouve que les Français, les investisseurs français peuvent avoir et profiter dans notre région, comme les Allemands et les Autrichiens qui investissent beaucoup dans notre région. On attend des Français aussi de venir, d'investir, de venir et de regarder le bel paysage de Bosnie-Herzégovine. Oui, moi j'ai découvert cela aussi, j'avoue franchement, en m'intéressant à la Bosnie-Herzégovine, des paysages somptueux, touristiques magnifiques. Incroyables. Exactement, et qui sont assez accessibles. Dans la période de crise, ça coûte pas trop cher de venir et de visiter de belles montagnes, de lacs, de faire du ski ou de se promener dans la nature préservée. Donc là aussi, on attend de Français de se épanouir et de venir dans cette... Et une gastronomie qui est tout à fait sympathique aussi. Merci mon colonel d'avoir rajouté cet élément important dans les dispositifs. Et avec des alcools fantastiques, la Dunia, tout le monde connaît la Sivovitz, mais c'est générique. Il y a des choses très très excellentes à découvrir. Exactement, oui. Ce que je voulais aussi souligner à la fin, c'est qu'on mentionne souvent la Bosnie-Herzégovine au sein d'un conflit ou de guerre, de quelque chose comme ça, mais ça c'est déjà passé. On a un pays qui se développe très bien, on a des entreprises étrangères et domestiques qui augmentent tout le temps son nombre d'employés, l'export, etc. Donc je trouve que les entreprises françaises pouvaient y trouver des partenaires et des collaborations avec succès mutuel. Merci beaucoup Bojana Kondic-Panic. Merci Jacques Hogarth de votre venue sur TV Libre. Merci. Merci à vous d'évoquer ce sujet.